4 mai dernier, cela faisait exactement un an que le colonel Majouba a été lâchement assassiné dans son bureau. 12 mois après, l'enquête semble toujours au point mort. Beaucoup se demandent si le dossier est classé ou si c'est la lenteur de l'appareil judiciaire qui traîne le procès depuis ce temps-là. Maître Balouki, aujourd'hui, un an après l'assassinat du colonel Majouba, où en est-on avec le dossier? Bon, au fait, aujourd'hui, je vais passer je suis porte-parole du groupe, mais aujourd'hui, je vais passer le bâton à un autre de mes confrères, ou à Raphaël ou à Alexis, celui qui veut bien le prendre. Et voilà, après, s'il y a des choses à compléter, ben, je compléterai. Raphaël, tu peux passer la parole à Raphaël, pas de souci. Merci beaucoup. Merci à mes deux confrères qui me font l'honneur, l'insigne honneur de commencer cette émission. Je salue les animateurs de cette émission et les téléspectateurs qui nous suivent sur Zoom et en direct de la télévision Fest TV. Avant de commencer, il serait vraiment de tradition parce que le colonel Majouba, son assassinat est une perte pour tous les Togolais. Et donc, vous nous permettez de nous incliner en toute modestie, en toute humilité, et devant la mémoire de l'illustre disparu. On aurait pu peut-être consacrer 1 minute de silence, mais je crois que les uns et les autres l'ont fait le 3 ou le 4 mai dernier. Il y a une messe qui a été dite en sa mémoire et nous continuons par prier pour le repos de son âme. À la question de savoir où en est-on avec la justice, il faut tout simplement répondre que la justice piétine et elle piétine encore. Et je crois que jusqu'à présent, il n'y a pas une lueur, du moins à notre possession, qui puisse nous permettre de d'élucider les circonstances de l'assassinat crapuleux du colonel Toussaint Bitala Majouba que nous pleurons, mais que nous œuvrerons pour la manifestation de la vérité dans son dossier pour lui faire justice, du moins à titre posthume. Et donc, si vous permettez que j'aille encore devant, dans ce dossier, je crois que si je dis que la justice piétine, c'est grâce à deux choses. Premièrement, nous constatons, et nous devons peut-être l'attester, qu'il y a une désinvolture politique à ce que la justice puisse être rendue dans ce dossier. Une désinvolture qui fait en sorte que tous les acteurs politiques qui devraient œuvrer pour la manifestation de la vérité dans ce dossier, je crois qu'ils n'ont pas la pleine volonté de le faire. Et la seconde désinvolture, c'est la faiblesse ou la lenteur de l'appareil judiciaire au Togo, entendu que nous savons de coutume que dans des affaires pareilles, la justice togolaise n'a pas parfois les coudées franches pour conduire l'instruction comme il le faut, mais je crois qu'on ne va pas s'y fier. Il faut vraiment les en exhorter pour que tout se fasse, pour que la vérité puisse se manifester dans ce dossier. Dans cette logique, je vais me fier tout simplement à un communiqué du procureur de la République près le tribunal de Lomé en date du 13 novembre 2020. Je parle du procureur Essor Isam Payodi, qui est le procureur près du tribunal de Lomé. Je crois qu'en réalité, le communiqué qui a été pondu par le procureur en la date du 13 novembre 2020, en principe, devrait nous donner un grain d'espoir pour dire que la justice devait évoluer. Parce que si je veux citer les termes de ce communiqué, le procureur disait dans son communiqué, je cite, « Eu égard à la gravité des faits, des moyens humains et matériels importants ont été mobilisés et la coopération internationale sollicitée pour des opérations d'expertise nécessitant des technologies avancées et des compétences spécifiques. » Fin de citation. Et donc, en réalité, à partir du moment où les moyens humains et matériels ont été mobilisés
et que la coopération internationale avait été sollicitée pour que la lumière puisse être faite sur cette affaire, je crois qu'en réalité, les conclusions du procureur de la République ne devraient nous amener à dire que, bon, ben, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont été interpellées dans ce dossier et qu'aujourd'hui, on peut savoir qui a tiré sur le colonel Bitala Toussaint Madjoulba et pourquoi la personne l'a fait. Mais malheureusement, jusqu'à présent, un an après, l'enquête piétine, comme vous le savez. Mais nous irons beaucoup plus dans le détail pour prouver, montrer encore la faiblesse de l'appareil judiciaire et la désinvolture des autorités togolaises pour que la vérité puisse se manifester dans ce dossier. Et donc, la question qui se pose, c'est à qui profite le crime ou l'assassinat du colonel Bitala Madjoulba? Maître Alassis Iou, votre confrère semble dire que la justice est manipulée dans cette affaire, qu'elle n'est pas assez libre pour conduire l'affaire à bon port. Est-ce que vous partagez cette inquiétude de votre confrère? Oui, alors, mon confrère a tout dit dans cette affaire, ce dossier. Vraiment, c'est vrai que je ne vais pas recommencer l'histoire du colonel Toussaint Madjoulba. Comme l'a dit mon confrère, le Togo est un pays atypique. Le Togo est un pays atypique en ce sens que les pouvoirs qui s'exercent dans ce pays-là, entre le judiciaire, le législatif, l'exécutif, les trois principaux, sont en réalité fusionnés. Et pour ma part, ce pouvoir est exercé par l'exécutif uniquement. Quand je dis même l'exécutif, peut-être pas une personne, vous savez, et qu'il n'y a celui pas qui est juste à la tête. Voilà. C'est-à-dire que la justice aujourd'hui, quand vous entendez ce que vient de dire mon confrère, que le procureur de la République fait un communiqué. D'ailleurs, ce communiqué, vous savez, ce communiqué est arrivé à la suite des remous que nous avons exercés ici, parce qu'on avait fait, à un moment donné, on a fait une sommation interpellative à l'État togolais, sommation qui est partie par voie diplomatique. Donc ça leur a fait peur. C'est comme ça que le procureur est sorti pour faire ce communiqué, pour ma part un peu laconique, puisqu'il dit des choses tout en n'y croyant pas du tout. Et on s'étonne quand même que jusqu'aujourd'hui, c'est resté à cette déclaration que la justice togolaise ne dit plus rien, alors que après l'histoire du colonel, il y a eu des affaires civiles, des affaires privées qui n'ont même pas l'importance de la mort du colonel, qui ont été jugées, les gens ont été condamnés déjà. Vous voyez, donc effectivement, comme dit mon confrère Kwame Diaré, au Togo, on fait ce qu'on veut et puis on décide de ce qu'on veut. Quand on veut avancer, on avance, et particulièrement sur ce dossier-là, on n'avance pas. Alors, il y a une chose que vous ne savez peut-être pas jusqu'aujourd'hui, c'est que le corps du colonel Madjoulba est toujours à la morgue. Justement. Son corps est toujours à la morgue un an après. Du moment où le dossier est toujours pendant, est-ce qu'il faut autoriser l'inhumation du corps? Il ne faut pas attendre la fin, l'épilogue du dossier pour pouvoir enterrer le corps? Moi, je n'ai jamais vu dans aucun pays, même s'il y a des enquêtes à faire, conserver un corps pendant un an. Vous savez, le corps, lorsque vous êtes militaire, vous êtes fonctionnaire, vous êtes un agent de l'État, quand vous mourrez, vous n'appartenez plus à l'État, hein, vous appartenez à la famille. Un corps appartient toujours à la famille. Il faut des autopsies parce que vous savez qu'il y a eu deux expertises, l'une en France, l'autre au Ghana, et puis oui, ils ont conclu qu'il a été tué par son âme. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas garder le corps pour peut-être d'autres expertises afin de pouvoir aider la justice à clarifier cette affaire? Non, mais je comprends votre question. La seule difficulté, c'est qu'on n'a pas besoin de 30 ans pour faire une autopsie. Je ne sais pas, hein, moi, je sais que pour faire une autopsie, on peut faire l'autopsie le lendemain. En plus, vous savez, dans matière, je suis un médecin, matière médicale, plus vous laissez le corps dans un état voilà, même s'il y a une conservation, ça ne sera jamais naturel, plus vous avez toutes les chances de ne pas avoir des résultats probants de votre autopsie.
C'est comme ça que ça se passe. Donc, on ne va pas me dire qu'on attend 1 an pour faire des autopsies sur le corps pour pouvoir retirer des éléments permettant de justifier quoi que ce soit. Non, ça, c'est voilà, c'est se moquer des gens, c'est du blablabla. Voilà, c'est pas sérieux. C'est juste pas sérieux de la part de l'État togolais. Maître Balouki, vos confrères semblent désespérés, mais aujourd'hui, quand on sait que le colonel a été tué par sa propre arme, est-ce qu'il faut interpeller des gens sans avoir un début de preuve? Merci de me poser la question, monsieur. Qui nous prouve qu'il a été tué par son arme? Ce n'est pas parce qu'il paraît qu'une expertise le dit que ça veut dire que c'est vrai. Et en plus, comment les scellés ont été constitués pour cette expertise-là? On ne sait pas. Donc là où on est, on ne sait pas dans quelles conditions les scellés ont été constitués, on ne sait pas dans quelles conditions ça a été transmis, on ne sait rien. Après, on nous dit, bah, selon ce que nous avons, c'est facile, on peut prendre des armes, on prend une balle, on ne sait même pas si cette balle sort du corps du colonel ou pas, on n'en sait rien. Et puis on va nous dire, ben voilà, la justice française ne peut expertiser que ce qu'on lui envoie. Donc, on lui envoie une arme, on ne sait pas dans quelle condition ça a été récupéré, des armes, on ne sait pas non plus, et puis on lui dit, dites-nous parmi ces armes, cette balle sort de quelle arme? C'est tout. Et là, on dit, ça sort de cette arme-là. Point. Rien ne lie. De l'échantillon qu'on a envoyé aux experts français et ghanéens, c'est ça? Bah, évidemment, personne ne sait dans quelles conditions ça a été constitué. Évidemment. Et vu l'état de la justice togolaise, si je ne doutais pas, c'est ça que je ne suis pas une bonne avocate. Hein? Et bon, je ne suis pas la meilleure, mais je fais de mon mieux. Mais évidemment que je doute. 16 armes qu'on a saisies, et puis quand on a envoyé les douilles, 152 douilles aux experts, mais finalement, ils ont constaté que c'est l'arme de Madjlouba qui a servi à l'assassiner. Non, monsieur, non, je suis désolée. Rien ne nous dit que l'arme expertisée sort du corps du colonel Madjlouba. Enfin, que la munition, hein? Rien ne nous dit, tant qu'on n'a pas les PV, on ne peut pas dire que cette balle-là sort de ce corps-là. On n'en sait rien. On n'y était pas. Donc, moi, la justice togolaise, je ne leur fais pas confiance. Alors là, sur aucun point. Et encore, et même si cette balle sortait de son corps, ça ne veut pas dire que... Enfin, ça ne veut rien dire, en fait. Parce que n'importe qui peut utiliser son arme. Franchement, ça ne veut rien dire. Ça fait 1 an qu'on nous balade, monsieur. Quand le colonel est mort, monsieur le président de la République, M. Faure Gnassingbé, a mis sur pied un comité, ils ont appelé ça comme une commission militaire, enfin, je ne sais pas, un truc de ce... Commission rogatoire. Non. D'abord, c'est les militaires, dirigés par le général Yark. Quelques jours après la mort du colonel. C'est où le rapport? Il devait nous rendre un rapport, enfin, il devait rendre un rapport acquis de droit au bout d'1 mois. Ça fait 1 an. Personne ne parle. Normalement, si le Togo était un vrai état de droit, l'Assemblée nationale aurait dû mettre sur pied une commission parce que ce qui est arrivé, c'est hyper grave. Ils ont fait quoi, les députés? Rien. Moi, on n'est pas désespéré. Hein. Je tiens à vous dire, quand Thomas Sankara est mort, c'est 34 ans après sa mort qu'on vient de dire qu'on peut juger son ami au Burkina. Donc, dans ces genres d'histoire, c'est le temps. On y arrivera. On n'est pas désespéré du tout. On aurait bien aimé que la justice togolaise fasse son boulot. Elle ne le fait pas, mais elle finira par le faire. Ça, c'est sûr et certain. Maître Adjaré, il y a eu des officiers de l'armée qui ont été auditionnés. Est-ce que de ces auditions-là, il ressort quelques pistes en tant qu'avocat qui permettront à la justice d'avancer? Bon, mais en fait, pour répondre à cette question, moi, je me fie uniquement au communiqué du procureur de la République. Et mon outil de travail aujourd'hui, par rapport à cette émission, se focalise sur le communiqué du procureur de la République en date du 13 novembre 2020. Parce que moi, je dis que dans ce communiqué, il y a plein de contradictions. D'abord, le procureur a dit que
on a progressé dans l'enquête, que dans l'instruction a progressé, et les instructions ont permis de déterminer avec précision les circonstances ayant conduit à l'assassinat du colonel Madjoulba. C'est ce que le procureur a dit dans son communiqué. Et qu'est-ce qu'il appelle par précision? Il dit par précision, c'est-à-dire que l'examen balistique qui a été pratiqué au Ghana a permis de déterminer l'arme qui a été utilisée pour assassiner le colonel Madjoulba. Je rappelle que, pour le moment, en tout cas, rien ne nous dit, nous, avocats, que l'arme qui a été utilisée pour assassiner le colonel Madjoulba, c'est sa propre arme. Pour le moment, rien ne nous dit. Parce que le communiqué dit que c'est une arme qui a été utilisée, mais rien ne nous dit que c'est l'arme du colonel Madjoulba. Le procureur continue dans son communiqué et dit que les enquêtes et les investigations ont permis de déterminer les caractéristiques de la trajectoire du tir mortel. C'est-à-dire la trajectoire du tir mortel a été déterminée. J'ai deux éléments. Le premier élément, on connaît l'arme du crime. Le second élément, c'est qu'on connaît la trajectoire du tir mortel. Monsieur le journaliste, à partir du moment où on a fait un examen balistique, où on a une arme, à partir du moment où on a fait, on a la trajectoire du tir mortel, à partir du moment où on a fait deux éléments. Je prends seulement l'arme du crime. Mais je crois quand même qu'il y a ce qu'on appelle les empreintes digitales. Quand vous détenez une arme et que vous maniez l'arme, vos empreintes digitales sont restées sur les armes, restent quand même sur les armes, restent sur l'arme. Mais à partir de ce moment, c'est-à-dire que nous dire que jusqu'à présent, on n'a pas pu quand même avoir une idée ou bien rien ne découle par rapport à cet assassinat. Et ce qui m'étonne, c'est qu'on connaît l'arme qui a tué le colonel, on connaît la trajectoire du tir mortel, mais aucune interpellation au sein des forces armées. Aucune interpellation. Mais comment ça peut être comme ça? Aucune interpellation. Et c'est ce qui nous dit aujourd'hui qu'il y a quand même une volonté presque manifeste à ne pas faire justice au colonel Madjoulba. Donc, pour moi, je crois que, en fait, les Togolais ne sont pas naïfs. Hein. Les Togolais ne sont pas naïfs. Les Togolais savent que dans des dossiers pareils, il est très difficile à la justice d'avoir des coups de franche pour dire le droit. Nous le savons. Mais comme Maître Sondé Balouki vient de le dire, ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Aujourd'hui, Blaise Compaoré a bel et bien obtenu une nationalité ivoirienne, mais la justice dans son pays l'attend. C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est quand même horrible et injurieux et insultant et indigne qu'après avoir dirigé son pays pendant 28 ans, qu'on aille chercher une nationalité étrangère pour fuir la justice de son pays ou bien pour s'abriter pour les derniers jours de sa vie. C'est pour dire que lorsqu'à un moment donné, vous conduisez les affaires ou bien il vous est donné la possibilité d'être au destiné des affaires de l'État, faites en sorte que la justice ou les institutions que vous mettez en place puissent un jour vous rendre justice lorsque vous devenez un citoyen ordinaire. Mais de toutes les manières, tout ce qui se fait, c'est fait dans le dossier Madjoulba. La vérité finit toujours par triompher et elle triomphera. Et tous ceux qui ont été coupables dans cette affaire, ils finiront par répondre. Et je crois que c'est à ce travail que nous, conseil avocats, Maître Balouki, Maître Alexis Hiou et moi, et d'autres personnes vont œuvrer dans les jours à venir. Et les gens ne resteront pas bras croisés dans cette affaire. Non, elle n'est pas clôturée, même si la justice ratatine encore pour faire droit ou bien pour faire éclater la vérité dans ce dossier. Elle finira toujours par éclater et les langues vont se délier. Je donne l'exemple. L'affaire de l'assassinat du défenseur des droits de l'homme en RDC. J'oublie un peu son nom. J'oublie un peu son nom. Quelque temps après, les policiers commencent par témoigner comment Chilouba, Frédéric Chilouba, je crois,
comment Chiluba a été assassiné par le responsable des renseignements. Donc, les langues commenceront, les langues se délieront toujours pour dire ce qui s'est passé. L'assassinat de l'ancien président Kabila. Aujourd'hui, les gens sont en train de dire comment M. Kabila a été assassiné. Donc, la vérité, vous pouvez la cacher n'importe comment, elle finira toujours par triompher. Et bien, je sais que le colonel Madjoulba a aussi une âme et que son âme aussi travaillera, parce que nous sommes en Afrique, que son âme aussi travaillera à ce que tous ceux qui ont été complices dans cette chaîne d'assassinat, de cette crime odieux et macabre, puissent quand même être découverts et qu'ils puissent répondre de leurs actes. Et je crois qu'on va évoluer nécessairement vers là. Maître Iou, votre confrère semble dire que l'affaire est purement politisée, que votre client aurait été une cible de règlement de compte. Mais quand on sait que le colonel Madjoulba occupe une fonction ou une haute fonction au niveau de l'armée, que c'est celui qui gagne la confiance du chef de l'État qui peut occuper ce poste-là, pourquoi lui en vouloir si on sait qu'il est l'homme de main du régime Gnassingbé? Oui, alors votre question est intéressante et à double titre. Premièrement, effectivement, le colonel Madjoulba n'était pas n'importe qui dans l'armée. Et à ce titre, d'ailleurs, on devait consacrer plus d'attention à son dossier, on devait beaucoup plus s'investir dans son dossier, on devait beaucoup plus s'intéresser à la cause de sa mort et à ceux qui ont participé à son assassinat. Parce qu'on est tous d'accord sur une chose, hein. Même l'État togolais, le gouvernement togolais est d'accord, c'est que le colonel Madjoulba a été assassiné. Personne ne parle de son suicide, parce que quand on a évoqué de sa propre âme, tout ça, il ne faut pas confondre. Il ne faut pas qu'on ait des confusions dans la tête des gens. Non, non. Même quand on dit même avec sa propre âme, c'est qu'il a été assassiné quand même avec sa propre âme. Donc, on est d'accord sur l'assassinat. Il ne s'est pas suicidé, il ne s'est pas tué tout seul. Donc, quelqu'un de cette carrure, normalement, on devrait y mettre tous les moyens. Quand je dis tous les moyens, c'est que l'État devrait se mettre en branle. C'est un haut officier quand même de l'armée togolaise. À quoi on assiste? On assiste à quelque chose comme si c'était un simple soldat, un inconnu, quelqu'un qu'on garde comme ça, déjà à la mort, ni vu ni connu, voilà. Circuler, il n'y a rien à dire. Donc, vous voyez la contradiction dans la question que vous me posez. C'est-à-dire, la personne a une importance, il est très lié au président Gnassingbé, à Faure Gnassingbé, pas président, à Faure Gnassingbé, c'était son président peut-être. Voilà, il est lié à lui, il meurt, on l'assassine, et vous savez que Faure Gnassingbé n'a jamais, jusqu'à aujourd'hui, fait aucune déclaration lui-même personnellement, alors que tout le monde sait que c'était son homme. Alors pourquoi on peut imaginer que pourquoi il est son homme et pourquoi ça peut se passer mal entre eux? Ça, je n'en sais strictement rien. Je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Il n'y a que Faure Gnassingbé lui-même et ces hommes qui doivent le savoir. Moi, je n'en sais strictement rien. Quand quelqu'un est loyal, fidèle, qui vous sert, qui a été l'un des meilleurs de l'armée, mais on ne le tue pas comme un chien. Et surtout, on ne se comporte pas comme on se comporte aujourd'hui vis-à-vis de sa sépulture. J'attendais que le Togo rende hommage à ce monsieur, qu'on fasse, voilà, comme dans tous les pays du monde, où quand vous perdez déjà un simple soldat, ça se fait, encore plus un officier de ce rang, qu'on lui fasse voilà, une cérémonie assez... avec les éloges méritoires de son rang. On n'en cite pas ça. On fait tout en catimini, on voile tout, rien ne veut filtrer sous prétexte que c'est des enquêtes. Non, non, non. Vous savez, il ne faut pas que les gens soient dupes. Nous, les Togolais, les gens pensent qu'on est toujours dans une époque où on peut faire avaler tout et n'importe quoi aux gens. Non, ce n'est plus ça. On est suffisamment intelligent, c'est suffisamment, nous, surtout avocats, on sait faire des analyses. On a demandé d'ailleurs d'être dans le dossier en tant que partie civile. Jamais on ne nous a autorisé à le faire. Pourquoi? On n'en sait rien. Vous voyez, donc, quand on parle de la justice au Togo, je l'ai déjà dit sur votre antenne, et je vais le redire, je l'ai dit par ailleurs, il n'y a pas de justice au Togo. Il n'y a pas des juges.
au Togo. Au Togo, c'est des semblants de juges. Et j'espère qu'un jour, ça va changer parce qu'on ne rend pas juge. Je ne suis pas le seul à me plaindre. J'ai entendu d'ailleurs récemment, j'ai regardé un Togolais, un Libanais qui est Togolais parce qu'il est né au Togo, ses parents sont au Togo, qui se plaignait énormément de la justice au Togo en disant au Togo, il n'y a pas de justice. Le jour où il y aura la justice, ça ira mieux. Et nous, on le sait que de toute façon, il n'y a pas cette justice-là. Parce que, non, ce qu'on demande, il y a deux choses qu'on demande aujourd'hui à la justice togolaise. Un, la première des choses, c'est de faire sérieusement avancer ce dossier, qu'on sache qui a tué le colonel et pourquoi, surtout pourquoi on le tue. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi il a été tué. Pourquoi on l'a assassiné? Pourquoi? D'accord. Voilà, c'est des questions qui sont restées, voilà, aucune réponse à ce jour. Maître Il y a des Balouki, militaires qui meurent au front, ceux qui sont morts au front. Ce n'est pas son cas. Il est mort dans son bureau. justement. Maître Balouki, le colonel Majouba a été assassiné, curieusement, le jour de la prestation de serment, le jour d'investiture du président Faure Gnassingbé. Est-ce que vous n'avez pas exploré les pistes de division des clans plausibles qu'il y aurait dans l'armée? Peut-être que les gens ont eu des informations qui seraient promues après l'investiture. Est-ce que vous avez exploré ces pistes-là? Nous avons tout exploité. Nous avons essayé. Ça fait 1 an maintenant. On a eu le temps de... Mais je tiens quand même à dire que nous ne sommes pas associés à la procédure au Togo. Hein? Donc, on n'a pas accès au dossier. On ne sait pas ce qui est dans ce dossier-là au Togo. Voilà. Ils font comme s'ils ne savaient pas qu'on existait. Et pourtant, ils savent bien qu'on existe parce qu'on fait plein de trucs, on médiatise énormément de choses, mais on n'est pas dans le dossier au pays. Donc, nous avons pensé, comme tout le monde, à ce qui aurait pu occasionner. Et surtout, quand je vois le jour de ça, comme vous dites, il est mort, on se dit entre le 3 et le 4. On ne sait pas exactement si c'est le 3 ou si c'est le 4, puisque bon, son cas a été découvert le 4, mais peut-être que c'est avant minuit. À 1 minute près, c'est plus le même jour. Et on n'a pas de certificat de décès. Donc, on ne peut pas savoir ce qu'il y a. On ne sait pas. Par contre, le fait que M. Faure Gnassingbé ait vite nommé un remplaçant au colonel Majouba, ça m'interpelle énormément. Parce qu'on retrouve le corps le 4, on nomme son remplaçant le 5. Est-ce qu'il avait déjà préparé? Il fallait assurer la continuité du service militaire. Non, mais monsieur le journaliste, on ne va pas faire semblant de ne pas savoir. Quel que soit le service militaire assuré, on ne nomme pas le remplaçant le lendemain. Le lendemain, le corps, on n'a même pas encore fini de nettoyer le sang dans le bureau, quoi. Parce que rien n'est encore fait. Je ne sais même pas si ce remplaçant a pu rentrer dans ce bureau-là. Où est l'urgence? Il a un adjoint, hein? Le colonel Majouba avait un adjoint. Bon, l'adjoint aurait pu assumer l'intérim en attendant qu'on nomme quelqu'un d'autre. Pourquoi l'empressement à nommer quelqu'un d'autre? Suspectez le chef de l'État, c'est ça? Pardon? Vous suspectez le chef de l'État dans l'assassinat du Moi, colonel? perso, je l'ai dit depuis le début, je soupçonne tout le monde. Tout le monde. Parce que dans la haute société, là, on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui a fait quoi à qui. Je soupçonne tout le monde. Et la manière dont M. Faure Gnassingbé se comporte, ça ne me pousse pas à ne pas le soupçonner. Pourquoi M. Faure Gnassingbé n'a pas demandé, parce qu'au Togo, il n'y a pas de démocratie, hein, ne nous parlons pas la face. Donc, M. Faure Gnassingbé aurait pu faire un communiqué. Il aurait pu faire un communiqué, pas lire lui-même, hein, non, envoyer un communiqué. Le procureur le fait déjà. Est-ce que c'est le chef de l'État de faire un communiqué? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'au Togo, il n'y a pas de démocratie. Donc, c'est pour ça que si... Mais, je peux continuer. Au Togo, il n'y a pas de démocratie. Donc, comme il n'y a pas de démocratie, le premier responsable, c'est M. Faure Gnassingbé. Je reviens encore sur M. Faure Gnassingbé. Moi, je le dis comme je le pense.
Il aurait pu faire lire, il aurait pu demander à n'importe qui de faire lire un communiqué. Il aurait pu donner l'ordre au chef d'état-major, même le ministre des armées. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, 1 an, il n'y a aucun communiqué. Donc, au fait, s'il n'y avait pas eu la sortie sur les médias et sur les réseaux sociaux le 4, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne saurait pas que le colonel Madjouba est mort. Hein. Voilà. Il n'y a rien qui nous dise qu'il est réellement mort. Il n'y a rien. Bon, les gens ont vu son corps, donc on sait qu'il est mort. Mais officiellement, les papiers officiels, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et M. Faure Gnassingbé n'a rien fait. Ça fait 1 an. Qu'est-ce qu'il fait pour que le colonel Madjouba soit enterré? Ça fait 1 an. Mais s'il y avait la démocratie, je ne mettrais pas M. Faure Gnassingbé en cause. Je dirais que c'est la faute des autres. Mais vu qu'on sait qu'au Togo, il n'y a pas de démocratie, je dis que si M. Faure Gnassingbé veut que le corps soit rendu, parce que la priorité actuelle de ce qu'on... Ah oui, justement, il faut que je revienne dessus. On n'a pas besoin de garder un corps. On n'a pas besoin de garder un corps. Un corps, on l'enterre, on peut le déterrer après pour X, Y raison. Un corps ne le garde pas à la mort pendant 1 an. Donc, si l'enquête va prendre 10 ans, il va rester à la mort pendant 10 ans, le temps qu'il finisse l'enquête, ce n'est pas logique. Donc, je dis, si M. Faure Gnassingbé veut que le corps soit rendu à la famille, le corps sera rendu. Voilà. Et c'est ça la priorité actuellement. Maître Raphaël Adjara, vous invitez le chef de l'État à s'immiscer dans les affaires judiciaires. Est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est possible dans un État démocratique? J'avoue que vous me prêtez une intention. Je n'invite pas le chef de l'État à s'immiscer dans les affaires judiciaires. Non, mais nous n'invitons pas, nous, les avocats, dans le dossier Madjouba, nous n'invitons pas le chef de l'État à s'immiscer dans cette affaire. Mais au contraire, nous invitons le chef de l'État à laisser la liberté à la justice pour qu'il puisse faire son travail. C'est de cela qu'il s'agit. Le chef de l'État et les membres de l'exécutif n'ont qu'à laisser la liberté aux magistrats pour qu'ils puissent faire normalement leur travail. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que, comme l'a dit Maître Balouki et Maître Alexis Iou, nous savons qu'au Togo, il n'y a pas de démocratie. Hein. L'état de droit est loin d'être au Togo et qu'il y a certaines personnes qui sont au-dessus de la loi et que la loi, c'est seulement pour les autres. Et n'oubliez pas qu'au Togo, aujourd'hui, la justice qui devrait être une institution substrat de la paix sociale, n'oubliez pas que cette justice est devenue le bras armé du pouvoir en place. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Maître Adjara, est-ce que vous n'êtes pas en train d'exagérer dans vos propos là? Je n'exagère pas. Je sais de quoi je parle. Votre question est bienvenue. Je n'exagère pas parce que ce que je vais vous dire tout à l'heure va vous prouver que je n'exagère pas. Je parle du 13 janvier 1963, l'assassinat du premier président démocratiquement élu, Sylvanus Olympio. Depuis 1963, nous ne connaissons pas qui sont les auteurs de son assassinat. L'assassinat de Tavio Amorin en 92. Depuis l'assassinat de Tavio Amorin, les Togolais ne savent pas ce qui s'est passé avec ce compatriote qui a été assassiné. Mais je rappelle que dans ce dossier, ceux qui l'ont assassiné ont laissé leur carte. On connaît le nom de ces 2 policiers qui ont laissé leur carte sur place. Nous avons les noms. Ils ont leur carte, monsieur le journaliste. La disparition de monsieur David Bruce, les événements de la lagune de Baie, les morts de 2005, les incendies des grands marchés de Kara et de Lomé, l'assassinat des enfants mineurs au Togo, sur lesquels on tire à bout portant. Et vous allez me dire que je suis en train d'exagérer dans mes propos. Je crois que je dis et je répète qu'au Togo, il n'y a pas une justice et que la justice est devenue le bras armé du pouvoir. Mais par contre, vous allez comprendre pourquoi je le dis. Par contre, quand il s'agit des opposants qui sortent dans les rues pour manifester, on a vite fait de les interpeller et de dire qu'ils sont en train de commettre des tentatives d'atteinte contre la sécurité intérieure du pays. Vous savez ce qui est arrivé à Madame Brigitte Adjamago et M. Jossou? Il y a des lois. Il
il y a des lois qui encadrent la conversation publique dans le pays. Il faut les respecter, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec vous, monsieur le journaliste. Mais les lois ne sont pas seulement faites pour les autres. Les lois sont faites pour tout le monde. Et si la justice doit être si rapide à interpeller les opposants politiques, les défenseurs des droits de l'homme, que cette justice soit aussi plus diligente pour savoir ce qui s'est passé dans des dossiers comme l'assassinat des mineurs, comme l'affaire des incendies criminels des marchés de Lomé et de Kara, comme l'assassinat de Tavio Amorin, comme l'assassinat du colonel Madjoulba. Nous voulons que cette justice soit diligente dans toutes les affaires et que ce ne soit pas seulement dans certaines catégories de dossiers qu'on verra la justice se mobiliser. Si vous permettez, monsieur le journaliste, vous permettez? Dans le dossier des responsables de la DMK qui avaient été interpellés tout récemment, nous avons suivi aussi un communiqué du procureur de la République. Et le procureur de la République disait dans son communiqué qu'il y a des perquisitions qui avaient été menées au domicile des personnes interpellées et qui a permis la saisie des documents et des documents et des objets compromettants. Et que l'analyse, l'exploitation de ces documents montrait l'existence d'un plan de déstabilisation du pays qui devrait être exécuté. Et le procureur dit que c'est un projet criminel qui transcende les frontières nationales. Vous voyez un peu l'habilité avec laquelle, et pendant qu'on est en train de faire ces analyses, on a déjà interpellé les gens qui sont en détention. Mais quelque temps après, on les libère. Vous pensez que le procureur de la République avait en sa disposition des objets et des éléments compromettants pour un plan de déstabilisation ou un projet criminel qui transcende les frontières nationales, et puis on va libérer quelques jours après Mme Adjamabo et puis M. Diossou? Non, il ne faut pas que la justice togolaise nous prenne comme des enfants. J'ai l'habitude de dire que ce qui arrive aujourd'hui au Togo, la justice togolaise en est la pleine et entière responsabilité. Ça, c'est clair. Et cette justice doit assumer. Et c'est ce que nous disons. La justice togolaise doit vraiment faire œuvre de substrat de la paix sociale, parce que nous avons amorcé un processus de réconciliation et cette justice doit s'inscrire aussi dans le processus de réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation s'il n'y a pas une bonne justice, s'il n'y a pas une vraie justice. Il n'y a pas de développement s'il n'y a pas une justice, parce que le développement suppose aussi l'arrivée des investisseurs. Et les investisseurs ne peuvent pas venir investir s'il n'y a pas la sécurité juridique. Donc, voilà un peu la justice togolaise. Je dis et je répète, sans exagérer, que la justice togolaise est devenue le bras armé du pouvoir. Ça, c'est bien clair dans la tête de tout le monde. Vous demandez que le corps soit restitué à la famille pour être inhumé. Maître Alexis Iou, le frère du défunt, Kalis Madjoulba, est toujours en poste à Paris en tant qu'ambassadeur du Togo. Quelles sont vos relations avec lui? Est-ce qu'il s'inscrit dans la même dynamique que vous? Avant de vous répondre à cette question, je voudrais compléter deux choses que viennent de dire mes deux confrères. La première des choses, c'est que vous avez posé la question sur la posture de Faure Gnassingbé sur le dossier Madjoulba. Alors, quand vous dites est-ce que nous l'impliquons, mais non, on ne l'implique pas. Mais lui, il ne fait rien non plus pour se disculper, hein, parce que son attitude ne permet pas de le disculper. Quand vous avez, moi, je suis en France, nous avons des militaires qui sont morts au Mali. Le jour où ils sont morts, Macron sort un communiqué. Macron, pas lui, pas le truc du gouvernement, pas le porte-parole. Lui-même, il vient, il parle à la population. On n'a pas vu ça chez Faure. Comme il se dit qu'il est président de la République, on attend de lui qu'il se comporte en président de la République. Pas dans un cachot. C'est pas dans un cachot qu'on reste président de la République ou dans un bunker. On n'est pas président de la République dans un bunker, assis dans un fauteuil avec une dizaine de ministres affiliés, et puis on se dit on est président de la République. Non, c'est pas ça. C'est cela la médiocrité du Togo. La médiocrité qui gouverne le Togo, c'est cela. Et le colonel en a payé de sa vie. Le colonel Madjoulba, mais il y en a eu plein d'autres avant lui, dont on ne parle pas aujourd'hui. Il y en a plein d'autres avant lui. Donc,
Pour répondre à votre question en ce qui concerne le colonel Caliste, puisqu'il est militaire aussi, oui, il est en poste. Il est en poste, mais nous n'avons pas de contact avec lui. Il n'a pas pris contact avec nous. Nous aussi, on n'a pas pris contact avec lui. Tout simplement parce qu'on estime qu'il est en première ligne. S'il veut faire quelque chose, il n'a pas de conseiller à recevoir de nous. C'est à lui. C'est son frère. Lui, c'est son frère. Nous, on n'est que des avocats défendant les intérêts d'un membre de la famille. Lui, c'est son frère. Moi, si quelqu'un, mon frère, un de mes frères, meurt dans ces conditions-là, alors les gens vont m'entendre. Au Togo, les gens vont m'entendre. Quelle que soit la personne. Lui, il est dans le même silence que Fonya Singbe et tout le reste. Donc, voilà. Est-ce qu'il accepte la situation? Moi, j'en sais rien. Il aussi d'avoir contribué à l'assassinat de son frère, c'est ça? Ah non, pas du tout. Non, je ne peux pas croire ça. Non, je ne crois pas du tout qu'il ait participé. Il a mis devant le fait accompli. Tout simplement. Je pense qu'il a mis devant le fait accompli. Et que, vu sa positionnement, tu sauves ta tête ou on te liquide aussi. Hein. Le Togo, ce n'est pas un pays de... Il ne faut pas parler du mot démocratie au Togo. Le Togo, c'est la Corée du Nord en Afrique. Pire que la Corée du Nord en Afrique. Je peux vous le dire. Et les gens qui y sont d'ailleurs le savent. C'est la Corée du Nord en Afrique. Au Togo, mais je n'exagère pas. Allez au Togo, vous êtes au Bénin, vous êtes voisins. Allez au Togo et parlez de la politique au Togolais dans la rue. Vous allez voir comment ils vont réagir. Personne ne veut parler. Personne ne veut parler de la politique au Togo. Maître Balouki, vous êtes porte-parole du conseil du colonel Majulba. En définitive, qu'est-ce que vous espérez dans ce dossier? Tout simplement la justice. Hein? Nous espérons la justice. Nous espérons qu'un jour, nous finirons. D'abord, je reviens parce que c'est hyper important. Mais le colonel Majulba, avant d'être militaire, c'est un citoyen togolais. Il a laissé des enfants derrière lui. Ça fait 6 enfants. Il a des frères, sœurs, voilà. Des cousins, cousines, etc. Ça fait 1 an qu'il est mort. Il n'y a aucun endroit où aller se recueillir. Ces enfants, au jour d'aujourd'hui, n'ont pas un cimetière. Si j'ai envie de parler à mon père, je vais dire, ah ben papa, voilà, je suis là, je suis... Non, le croire à la mort, c'est normal. C'est pas parce qu'il est militaire qu'il ne peut pas avoir les mêmes droits qu'un citoyen lambda togolais. Donc, la priorité, je reviens dessus, c'est la restitution du corps. Et après, la justice. Mais la justice, on sait, ça prend du temps, puisque les gens ne veulent pas parler, les gens ne veulent pas se mouiller, les gens baissent leur froc devant les puissants. Mais voilà. Mais bon, je dis, bon. Les gens ne veulent pas ouvrir leur bouche. Ils ont peur. Mais on fait la justice et je pense qu'on l'aura un jour. La dernière fois, je causais avec une copine française. Je lui ai dit, elle me dit, oui, mais franchement, vu ce que tu me dis de ton pays, ça n'arrivera jamais. J'ai dit, mais c'est pas grave. En France, c'est M. Boulin qui est mort il y a très longtemps. 40 ans après, quand il est mort, on avait dit qu'il s'était suicidé. Cette année, 40 ans après, on commence par dire qu'on l'a tué. 40 ans en France. Hein? Donc, je dis, ça arrivera, on finira par savoir ce qui s'est passé. Voilà. Et la justice, on l'aura. C'est tout ce qu'on attend. Et on l'aura. Et monsieur, le colonel Majulba, c'est un symbole de tout ce qui va mal au Togo. Et il faut pas que sa mort soit vaine. Il faut que sa mort serve à quelque chose. Et dans l'optique que sa mort serve à quelque chose, nous avons créé une association pour défendre les droits de tous ceux qui sont victimes de violences, des utilisations, ça. Mais bon, ça, c'est un autre débat. On en parlera plus tard. Mais on veut que justice soit rendue au colonel Majulba. Maître Raphaël Adjare, est-ce que vous ne pensez pas, puisque vous doutez de l'équité, de l'impartialité de la justice de votre pays, est-ce que vous ne pensez pas saisir la justice internationale pour que le droit soit dit dans cette affaire d'assassinat du colonel Majulba? Merci beaucoup. Effectivement, par rapport à nos doutes sur les coups de franche de la justice togolaise, c'est vrai qu'entre-temps, vous avez estimé que, est-ce que je n'exagère pas,
vous savez, avant de vous parler un peu de cette justice internationale, j'ai parlé d'une affaire qui, entre-temps, a ébranlé les Togolais, qui aujourd'hui existe encore et dans laquelle les Togolais ne savent pas réellement ce qui s'est passé. C'est l'affaire des incendies criminels des marchés de Lomé et de Kara. Les marchés ont brûlé, je crois, les 9, 10 et 13 janvier 2012. Vous savez ce qui s'est passé? Un jour, 2 jours après, aussitôt, on a commencé par arrêter les gens. Moi-même, j'ai été arrêté parce qu'on dit que j'ai participé à l'incendie des grands marchés de Lomé et de Kara. Donc, quelques heures après seulement que les marchés aient brûlé, on a commencé par arrêter des gens. Ce qui me laisse sur ma soif, c'est quand même grave que le camp dans lequel le colonel Madjoulba est décédé, ce n'est pas n'importe quel camp, hein. C'est dans un camp militaire. Et ne rentre pas dans ce camp qui veut, hein. Et à n'importe quel moment, hein, ce n'est pas la baie de Télème, c'est un camp militaire. Et c'est dans son bureau. Ce n'est pas sur une aire du camp qu'il est décédé, c'est dans son bureau. Mais qu'on nous dise qu'on a aujourd'hui, on connaît l'arme qui a servi à le tuer. On connaît aussi les caractéristiques de la trajectoire du tir mortel. Mais que personne ne soit mis aux arrêts, moi, ça me pose un sérieux problème. Ça me pose un sérieux problème. Voilà un peu la crédibilité d'où se joue la crédibilité de la justice togolaise. Ensuite, international, vous aurez des causes. Vous dites? Peut-être en saisissant la justice internationale, vous aurez gain de cause. Je crois qu'on ne baisse pas les bras par rapport à la justice internationale. Vous savez que les avocats ont introduit une action devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU et nous suivons toujours cette action et nous allons voir un peu ce que ça va donner. Mais il y a aujourd'hui des instances internationales devant lesquelles nous pouvons aller et je crois que nous allons mûrir profondément nos réflexions par rapport au fait qu'il faut réveiller la justice togolaise. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réveiller la justice togolaise de sa léthargie, de son sommeil dogmatique? Voilà. De ce débat, Maître Iou, vous êtes garde des Sceaux, ministre de la Justice du gouvernement de Agboyome Kodjo. Aujourd'hui, il y a 2 gouvernements au Togo, un gouvernement virtuel auquel vous appartenez. Que se passe-t-il vraiment dans votre pays? Oui, merci d'évoquer cette situation, même si ce n'est pas l'objet principal de notre rencontre aujourd'hui. Le fait d'avoir 2 gouvernements au Togo montre déjà au monde et à vous, journalistes, que rien ne va au Togo, que tout va mal. C'est la signification même de « ça va mal ». Quand ça va mal, vous avez ce genre de situation. Vous savez, vous qui êtes au Bénin aujourd'hui, moi, on vous envie un peu. Même s'il y a des situations où les gens peuvent avoir aussi des contestations. Il n'y a rien de comparable. Je vous dis, il n'y a rien de comparable. Le Bénin a connu aussi une époque où il y a eu une triumvirat avec les Hubert Maga et choses avec… Et les Béninois, je fais peut-être une parenthèse, mais les Béninois ont été très intelligents pour se ressaisir en se disant, mais on ne peut pas avoir 3 présidents, c'est vraiment une bêtise. Et les choses ont été arrangées d'une certaine manière. Au Togo, ce n'est pas cela. Au Togo, c'est, vous savez, Faure Gnassingbé, ça fait 15 ans, plus de 15 ans qu'il est au pouvoir, mais il n'a gagné aucune élection. Il n'a gagné aucune. En 2005, il n'a pas gagné. En 2010, il n'a pas gagné. Non, mais, oui. Oui, mais lui, il dit qu'il a gagné, mais en fait, il sait très bien qu'il n'a pas gagné. Voilà, les Togolais aussi savent qu'il n'a pas gagné, parce que quand vous avez des armes avec vous et que vous vous asseyez sur un truc, et vous savez qu'en face, vous n'avez que des gens qui ont les mains libres, vous pouvez vous arranger tout ce que vous voulez. C'est comme ça que ça se passe. Donc, aujourd'hui, effectivement, il y a 2 gouvernements au Togo. Il y a un gouvernement qui est légitime parce que c'est celui d'où sort, qui a été constitué par celui duquel sortent les élections du 22 février 2020. Et puis, vous avez à côté un gouvernement qui est sur place et qui, je vous dis, il est assis avec les armes à la main en disant si vous venez prendre
Mon siège, voilà, il faut m'enlever, sinon je ne pars pas. La réalité, c'est cela. Donc, oui, il y a deux gouvernements. Il y a un qui est sur place et qui fait taire tout le monde. Alors, on vous a parlé tout à l'heure de ce qui se passe au Togo. Récemment, il y a un ancien ministre qui a juste fait une déclaration. Juste fait une déclaration, il est en prison. Alors, c'est là où on vous dit que les choses au Togo, quand il n'y a pas de justice, quand il y a une justice, comme mon confrère dit que la justice togolaise est à la solde du pouvoir, c'est aussi cela. Comment il s'appelle? Djimon, le ministre Djimon, il a le 27 avril, c'est ça, il a fait une déclaration à la radio, le lendemain, il est en prison. Parce qu'il ne devrait pas faire cette déclaration-là. Donc, le Togo est un pays aujourd'hui dont on ne peut même pas qualifier sa structure, la façon dont il est constitué. Donc, oui, le président, celui qui est légitimement élu est à l'extérieur, il a constitué son gouvernement. Ce gouvernement-là travaille. Quoi que les Togolais ne peuvent pas se rendre compte, mais on travaille énormément. Parce que nous n'allons pas attendre qu'on arrive un jour sur place avant de commencer par travailler. Donc, on travaille énormément sur tous les plans. Parce que nous, on a fait un constat déjà de ce qui ne va pas au Togo. Contrairement à Faure Gnassingbé qui est sur place depuis 15 ans et il ne sait pas de quoi les Togolais ont besoin. Et pour cela... Vous envisagez une alternance en 2025? Pourquoi 2025? C'est le délai constitutionnel pour que le mandat actuel aille à son terme. Non, ça arrivera avant 2025. Parce que quand vous avez volé quelque chose, on peut vous l'arracher, hein, votre vol. Ce que vous avez volé, on peut vous le prendre. On peut vous dire, si à un moment donné, vous avez volé, mais vous ne pouvez plus conserver votre objet. Vous y croyez? Ah ben, si les Togolais n'y croient pas, mais dans ce cas-là, on va tous dormir. Et puis, on laisse Faure Gnassingbé et sa famille pendant 50 ans encore. Hein, parce que son père a fait 38 ans. Lui, il veut faire 50 parce qu'il est encore plus jeune. On peut le laisser, hein, si on veut. Maître Alexis Iou, on vous aura compris. Merci beaucoup pour ces explications. Nous avons reçu ce jour pour vous 3 avocats. Je peux dire quelque chose, s'il vous plaît? J'aimerais résumer. Oui, Maître Balouki, oui, allez-y très rapidement. Oui, très rapidement. Donc, pour les démarches à l'international, nous avons saisi le Conseil des droits de l'homme à Genève, comme a dit mon confrère Banda Adjaré. Nous avons fait une sommation par voie diplomatique, c'est venu de l'extérieur aussi pour ce dossier. Nous avons saisi le bureau d'entrée judiciaire quand nous avons compris que le Togo avait demandé une expertise au bureau d'entrée judiciaire. Nous avons saisi le bureau d'entrée judiciaire. On nous a dit, ah ben la partie civile n'a pas accès au dossier circulaire, il n'y a rien à voir. Nous avons fait un recours gracieux auprès du ministre de la Justice. Quand la décision du bureau d'entrée judiciaire, il nous a dit toujours, circulaire, il n'y a rien à voir. Nous avons écrit au juge d'instruction, ça c'est en interne, à Lomé, à monsieur Adjoli, le juge d'instruction qui est sur le dossier. Régulièrement, on lui écrit, il ne nous répond jamais. Et pour clôturer, j'aimerais dire, toutes ces démarches pour l'instant n'ont rien donné, comme toutes les démarches que toutes les autres personnes ont faites. Et regardez le dossier de son frère, Pacha Gnassingbé. Ça fait 12 ans qu'ils sont en prison. Ils ont fait toutes les démarches en interne, à l'extérieur. Même l'ONU a dit que la détention était arbitraire, qu'il fallait les libérer. La Cour de justice de la CEDEAO, toutes les institutions nationales comme internationales ont été saisies, mais il y a encore 3 personnes en prison. Il y a Pacha, Dontema et Ati. Voilà. Donc, au Togo, ce n'est pas le fait de multiplier les procédures qui les inquiète. Hein. Ils s'en fichent, même s'ils sont condamnés, et ils sont régulièrement condamnés, ça c'est dessus. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Maître Bawaba Balouki. Maître Adjaré, le temps est vraiment en train de jouer contre nous. Si vous pouvez être vraiment bref, ça va être bien. Je suis très bref. Le procureur, dans son communiqué du 13 novembre 2020, nous a dit que les faits incriminés s'inscrivent dans un concert criminel complexe dont il conviendra d'identifier la chaîne des complicités et les mobiles. Nous prions le procureur de faire tout pour nous dire ce qui s'est réellement passé dans ce dossier Madjoulba. Par rapport au corps du colonel, j'ose croire vraiment que ce corps continue pas à être à la morgue.
il faut quand même que les autorités togolaises nous le prouvent, parce qu'il y a aussi d'autres informations qui nous susurrent à l'oreille. En tout état de cause, le dossier Madjouba reste un caillou dans la chaussure du pouvoir du Togo, et de toutes les manières, la vérité finira par faire surface. Je vous remercie. Voilà, de toutes les manières, la vérité finira par faire surface. Un an après son assassinat, dans son bureau au camp, l'officier, le colonel Madjouba, l'enquête suit son cours, la justice piétine, on dit ses avocats. Nous suivons aussi de près pour vous ce dossier, et tant dès qu'il y aura des évolutions, nous reviendrons pour en parler avec ses avocats. Nous avons reçu pour vous Maître Mawaba Balouki, elle est avocate au barreau de Marseille, Alexis Iou, il est avocat au barreau de Lille, et puis Raphaël Adjaré, avocat à Lomé, et ils nous ont parlé de ce dossier. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour notre numéro.